Bonjour. Il y a quelques jours est sorti le dernier modèle de voiture citadine, la Gamma 3, annonçant une vitesse dépassant Mach 12, ce qui permet aujourd'hui de faire le tour de la Terre en moins de 3 heures, le tout dans une cabine tout confort. Ces progrès font suite au raffinement de l'algorithme de pilotage, permettant de voyager vite en toute sécurité. Pourtant, il y a un siècle, les humains devaient encore eux-mêmes conduire leur voiture. Ils étaient réticents à l'idée d'être transportés par un véhicule sans conducteur. Et pour cause, les algorithmes de l'époque n'étaient pas très sûrs. Lorsqu'un nouveau produit sort, par exemple une voiture ou un jeu, on dit souvent qu'il a passé les tests. Cela signifie que certaines situations critiques ont été simulées de manière à vérifier le comportement du produit. Passer les tests ne garantit pas que le produit sera dépourvu de dysfonctionnements ou bugs, mais cela permet déjà d'éliminer un certain nombre de cas malencontreux. La fabrication d'un produit passe par deux étapes principales. Tout d'abord, la conception ou spécification. Il s'agit d'écrire le cahier des charges, de définir ce que le produit doit faire. Ensuite vient l'implémentation, qui consiste à produire l'objet en prenant soin de s'assurer qu'il peut effectuer toutes les tâches exigées. Ainsi, pour un algorithme, une erreur de spécification correspond à une erreur dans le cahier des charges, tandis qu'une erreur d'implémentation correspond à une erreur lors de la programmation du code. Par exemple, pour le décollage de la fusée Ariane 5 en 1996, les développeurs de l'Agence spatiale européenne ont eu la fausse bonne idée de réutiliser le code du décollage de son prédécesseur Ariane 4. Il y avait certaines différences dans la préparation du décollage, mais ils ont préféré ne pas modifier l'algorithme puisque, après tout, il avait fonctionné pour Ariane 4. Dans les faits, cette décision a induit une erreur d'implémentation au niveau des calculs, car la vitesse, plus importante pour Ariane 5 que pour la version précédente de la fusée, a provoqué un dépassement de capacité sur les anti-16 bits. Elle était trop grande pour la mémoire prévue, faussant complètement les calculs. Mais ce n'était pas tout. Le problème, c'est que les ingénieurs avaient également fait une erreur de spécification. Il était formulé qu'en cas d'erreur quelconque dans les calculs, le système devait s'éteindre complètement. Ainsi, lors du décollage, le dépassement de capacité a déclenché une erreur au sein d'une partie vitale de la fusée, et comme spécifié, cette zone s'est éteinte. La fusée s'est donc désintégrée 37 secondes après le décollage. Boum. Bref, il faut tester, c'est important. Heureusement, aujourd'hui, à condition d'avoir une spécification claire, il est possible de prouver formellement qu'un algorithme fait bien ce qu'on lui demande. Et figurez-vous que déjà en 2005, les programmes de pilotage de certaines lignes de transport parisien et de certains avions Airbus ont été prouvés, c'est-à-dire qu'on a vérifié la sûreté de leurs algorithmes. Même si cela garantit que le programme correspond bien à la spécification, encore faut-il que cette dernière ait été bien rédigée. Par exemple, imaginez que vous soyez le concepteur du jeu ancestral Tetris. Vous voulez ajouter la possibilité de faire tourner les pièces comme ceci. Mais que doit-il se passer si votre tétromino est contre le mur? Ou s'il y a un autre tétromino sur le chemin? Il faut envisager un tas de cas particuliers. Et c'est exactement le problème qu'a posé la spécification des voitures conduites par des algorithmes. Certains cas de figure sont simples à résoudre, il suffit de respecter ce qu'on appelait alors le code de la route. Mais il fallait aussi envisager des situations plus rares et plus compliquées. Imaginons par exemple que votre voiture est en train de rouler à toute vitesse, tandis qu'un groupe de 10 écoliers inconscients traverse subitement la route, se mettant sur votre trajectoire. Votre véhicule n'a que deux solutions. Continuer sur sa lancée et écraser quelques enfants, ou bifurquer vers un bâtiment en risquant de tuer le conducteur, c'est-à-dire vous. Que doit-elle faire? Attention, je parle du début du siècle, les voitures ne volaient pas encore, elles étaient toujours clouées au sol. Donc voler n'était pas une option. Bref, il s'agit de problèmes éthiques qui demandent une réflexion délicate. Un algorithme pourra avoir comme consigne par défaut d'essayer de minimiser le nombre de victimes, ou alors de sauver les personnes qu'il transporte. Là où la spécification est difficile, c'est que, alors que dans un tribunal on peut excuser un réflexe pris dans l'urgence par un humain, les concepteurs ont quant à eux tout le temps de réfléchir à une solution et devront répondre de leur choix. Pourtant, une première solution mise en œuvre dans les années 2020 a été de suivre ce que feraient la plupart des humains, choisir une solution au hasard sans réfléchir aux conséquences. Ainsi, dès que des vies étaient en jeu, c'était le hasard qui décidait quelle action entreprendre. Au final, même si cela pouvait paraître bizarre de décider de vies humaines de la même manière que la réussite d'un sort de feu dans un jeu de rôle, c'était pas pire qu'avant, quand des humains prenaient une décision dans la panique. Cette idée que le hasard mette en jeu la vie des gens les a tout d'abord rendus méfiants vis-à-vis des véhicules sans conducteur. Mais au final, la paresse ayant pris le dessus, ils ont quand même adopté ce mode de transport qui est, reconnaissons-le, vraiment très pratique. Heureusement, maintenant qu'on a éliminé de l'équation l'erreur humaine, en forçant les humains à sortir dans des voitures autonomes, il ne peut plus y avoir d'accident. Du moins, c'est la version officielle. Voilà, l'algorithme qui a généré le script de cette émission touche à sa fin. Pour la prochaine fois, il vous prépare des données à propos de l'argent et la valeur. Fin de fichier.